Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de la Société géographique, la première donc, du premier trimestre de l'année 2022. Et le conférencier d'aujourd'hui est donc un membre bien connu de notre département. Il s'agit de Gwenaël de Villers. Il a le titre de logisticien de recherche. Moi, je n'ai pas encore été tellement informé sur ce type d'activité à l'Université de Liège, puisque j'ai quitté, mais je sais que ça s'est développé dans les 5-6 dernières années de mes activités. Mais en réalité, Gwenaël a de très nombreuses activités au sein de notre département. Il est donc licencié en sciences géographiques depuis 1997. Il a obtenu son doctorat en 2008 en géographie économique. Il a intégré le CGFA déjà en 97, juste à la fin de sa licence. Et Gwenaël est maintenant donc directeur du CGFA. Il est impliqué évidemment dans toutes les recherches fondamentales et appliquées de cet institut. Principalement, donc, il se dédie à la localisation des activités économiques et les interactions entre le développement et la planification territoriale. Alors, Gwenaël donne également 8 cours, si j'ai bien compté, à l'Université de Liège: valorisation des ressources marines, projet de territoire, études d'incidence, géomarketing, dynamique géographique des enjeux du monde contemporain, diagnostic et aménagement des territoires urbains. Il donne également 2 autres cours en collaboration avec d'autres personnes. Et parmi les cours que j'ai cités, il collabore très souvent avec Jean-Marie Halleux, évidemment, et Serge Schmitt, si je ne me trompe. Il est auteur de 115 publications que vous trouverez sur le site Orbi de l'Université de Liège. Et il va donc nous présenter maintenant, pendant une petite heure, une conférence qui traite de la survie des commerces de détail en Wallonie. Je crois que c'est le résultat d'une étude assez importante qui a été réalisée et publiée récemment par le CGFA, qui a été menée par Gwenaël et son équipe. Je vais donc maintenant donner la parole à Gwenaël. Il y a une chose que vous ne savez pas encore sur Gwenaël, entre parenthèses, il a été un très très bon joueur de football, notamment. C'est un grand sportif. Il a joué au football club liégeois. Et il a été également représentant, participant à une très bonne équipe des Sphérus, qui représentait le département de géographie, avec de nombreux prix à la clé, et dont il était un des moteurs. Bon, sur ce, maintenant, il va nous parler science, évidemment. C'est un des nombreuses flèches à son arc. Et je lui donne la parole. Gwenaël, c'est à toi. Merci Yves. Bonjour à tous. Bonsoir même presque. Je vais effectivement vous parler des commerces, qui est effectivement un grand sujet traditionnel du CGFA. Déjà Monsieur Spork et puis évidemment Beret Meren qui avait repris cette thématique dans le cadre des études de localisation des activités en général. Alors, j'ai intitulé la conférence « La survie de nos commerces de détail en Wallonie » parce qu'on va traiter des données qui proviennent de ce territoire wallon et parler de survie dans le sens où on a eu pas mal de pertes de commerce. Il y a des éléments qui bougent, on va essayer de les passer en revue et d'essayer de comprendre aussi ce qui pousse ces développements, ces changements et ce qui retient, ce qui verrouille peut-être aussi des non-changements. Alors, traditionnellement, en matière de commerce de détail, on travaille sur l'offre et sur la demande. On va encore le faire ce soir. Et comme l'a dit Yves en introduction, on a la chance d'être financé depuis 2010 par la région wallonne pour alimenter une vaste base de données qu'on appelle Logique sur l'offre commerciale. Et donc, en moyenne, tous les 2 ans, on a un relevé de presque tous les commerces de Wallonie
qui présente donc une vitrine commerciale, donc un commerce qui est accessible aux clients. Et on a une base de données de plus de 35 000 points de vente. Je vais vous donner les chiffres exacts dans un premier temps. Et ces commerces sont regroupés en pôles, en noyaux. On les appelle aussi des nodules commerciaux qui forment des éléments attractifs. Alors, quand on regroupe ces éléments en nodules, on en a plus de 300 en Wallonie, avec, si on les prend ici, une première résumé, donc des 10 agglomérations commerciales qui sont en rosé, et puis des nodules commerciaux répartis en région Wallonie. Alors, aujourd'hui, le dernier relevé a été réalisé l'été 2021 et nous avons dans notre base de données 35 643 points de vente, ce qui représente presque 7 millions de mètres carrés de surface commerciale nette, donc vraiment accessible aux clients. On en est aujourd'hui à 351 nodules commerciaux et je veux montrer qu'on en a tous les 2 ans des nouveaux. Avec un critère spécifique pour déterminer un nodule, c'est au moins 50 points de vente ou 3000 m² de surface commerciale. Alors, parmi ces 7 millions de points de vente, on en a quand même 1,6 million qui sont des commerces isolés, donc hors nodule, ou avec quelques commerces, mais qui ne forment pas de nodule commercial. On a réalisé une typologie, alors la méthodologie date déjà de 2012, on avait publié cette typologie dans l'Atlas des commerçants en Wallonie en 2014. Et on a ici la typologie de base, et je vais vous montrer tout de suite les nouveaux nodules donc, qui sont apparus dans le cadre du relevé 2021. Les voici. On a un nouveau parc commercial à Bertry. On avait déjà quelques commerces, mais un petit retail park s'est développé et donc a complété, si vous voulez, le nodule. On est passé d'un magasin de meubles, on va dire presque unique, seul, à un petit complexe commercial, un parc commercial ici, qui s'est développé à Bertry. Sterpenich est apparu aussi. Il y avait un Ikea, mais en nombre de commerces s'est agrandi. Sur la Nationale 4 à Marche, du côté de Charleroi, à Gerpine, à Bonnefortune, à Soigny, et du côté de Dour, par exemple, des nouveaux nodules qui sont apparus en quelque sorte dans la base de données. Ce n'est pas vide de commerce, mais on voit que le commerce évolue sans cesse. Alors, pour faire rapide dans la typologie, on a 3 types de centres, les centres principaux d'agglomération et puis 2 niveaux de ville. Et un centre secondaire, on a 4 niveaux, plutôt on va dire de centres. Et puis alors des nodules de soutien qui sont plutôt des nodules périphériques, soit dans les grandes agglomérations, soit de soutien de plus petites villes. Et puis des nodules spécialisés en différents types d'achats, achats courants, donc le gros samedi, l'alimentation, et puis en semi-courant léger, vêtements, chaussures, et puis les équipements lourds, meubles, décorations, etc. Alors, un premier élément général qui est vraiment une nouveauté, c'est que vous avez en jaune, si on prend comme départ le relevé de 2014, on a toujours eu une augmentation du stock immobilier. Alors, il faut bien faire la différence entre les commerces ouverts et le stock immobilier. Le stock immobilier, donc, c'est l'ensemble des boîtes, en quelque sorte, qui accueillent les commerces, en gros, qu'elles soient vides ou pas. Et donc, ce stock immobilier, il n'a pas arrêté de grandir, mais aujourd'hui, on est à un stade où on a des commerces qui sont soit détruits, mais souvent qui changent de fonction. Traditionnellement, on appelle ça un retour à l'habitat, mais ce n'est pas spécialement de l'habitat qui est réintégré dans ce type de commerce, ça peut être d'autres services dans le domaine de la santé ou autre. Et donc, on a une diminution
du nombre de commerces. C'était déjà le cas depuis 2018 dans les centres-villes, mais c'est le cas de manière générale et c'est surtout le cas aussi en périphérie. Donc les nodules périphériques perdent également des surfaces commerciales, qu'elles soient vides ou non. On va aller dans le détail maintenant de ce stock. Juste ici, vous montrer la différence entre le relevé 2019 et 2021. En bleu, le développement de nouveaux commerces, notamment de grands commerces. Et en rouge, la disparition de cellules commerciales. Et donc en rouge, ce sont ces commerces qui ont donc perdu leur fonction. Souvent des cellules vides qui sont abandonnées, le propriétaire n'a plus de loyer pendant un certain temps et décide de louer à une autre fonction ou reconfigure sa propriété. Alors ça, c'était le bilan entre 2019 et 2017. On avait déjà la même carte entre 17 et 19, la voici. Donc avec un développement classique plutôt en périphérie et une perte une disparition des cellules commerciales plutôt dans les centres-villes, mais aussi le long des axes traditionnels. Alors, premier bilan, et là, ce sont des chiffres quand même assez importants. Donc, je disais, il y a au niveau wallon une diminution des cellules commerciales globalement, donc moins 0,5, bien que en termes de surface, on est quand même encore un peu gagné. Et donc, on perd des commerces, mais les commerces qui sont développés sont toujours plus grands que ceux qui sortent du stock, et donc on a quand même une petite augmentation des mètres carrés de commerce. Alors, si on va dans le détail, où est-ce que ça évolue encore le plus? Ce sont dans les nodules de soutien de petites villes, où on a encore un petit 3% d'évolution en nombre de commerces et un plus 5% en matière de surface, alors qu'ailleurs, ben, voilà, c'est beaucoup plus limité. On a encore un peu dans les nodules spécialisés en semi-courant lourd, plus 2,8, mais bon, voilà, on voit qu'on est vraiment à saturation et le stock en général tend plutôt à diminuer un peu partout, hein, donc même aussi en périphérie. Alors, maintenant, si on ne regarde que les points de vente actifs, donc les commerces qui sont ouverts, de manière générale, on en a perdu 2,8%. Alors, évidemment, ici, on est dans un contexte général d'évolution du commerce avec les pressions, on va dire, classiques d'e-commerce, de surdéveloppement, de concurrence et donc de déséquilibre, mais évidemment dans un contexte aussi, été 2021, où on a déjà 1 an et 3 mois de crise Covid derrière nous. Pour information, lorsqu'on a fait le relevé à Fléron en l'été 2020, il n'y avait pas une seule cellule qui avait fermé au centre de Fléron, bon, qui est quand même une ville qui se porte assez bien, qui a quand même une santé moyenne supérieure à l'ensemble des villes wallonnes. Mais on a donc ici une évolution, donc ça stagne en termes de surface de commerce actif, donc ouvert, mais on diminue en nombre de commerces. Alors ici, les variations, donc elles sont, pour ainsi dire, presque toutes négatives, sauf de nouveau dans les nodules de soutien de petites villes, et en superficie également. On a donc une diminution, de la surface active. Et donc évidemment, la différence, c'est que si on continue quand même à créer des commerces, c'est que évidemment ça va être compensé par des commerces qui se vident par ailleurs. Et donc, on a ici les relevés à notre disposition où on voit que le stock de commerce ouvert est assez stable avec une augmentation du vide. Et donc, en termes d'évolution relative, les surfaces actives augmentent de 0,2%, mais les surfaces vides ont augmenté de 16,2%. Allons voir en détail ce qui se passe en matière de cellules vides. Nous en avons aujourd'hui, en tout cas lors du dernier relevé, presque 800 000 mètres carrés donc de surface commerciale vide en région wallonne, donc plus 16,2%.
Elles ont augmenté où? Eh bien, elles ont augmenté partout. Et on voit aussi que dans les nodules de soutien, elles ont également augmenté. Alors, les pourcentages, évidemment, sont relatifs. Hein. On a 319 cellules vides dans tous les nodules de soutien de Wallonie et 203 dans les nodules de soutien de petites villes. Mais ça fait quand même déjà pas mal de surface, hein, 77 et 73 000 mètres carrés, avec donc des évolutions. Et donc là, on avait déjà quelques petits éléments de tendance en 2019, et là, c'est confirmé. Et la pandémie a vraiment touché tous les types de nodules commerciaux avec cette évolution des vides. Et donc, jusqu'à présent, on était dans un déséquilibre centre-périphérie, avec la périphérie qui continuait à s'accroître. Ici, on est vraiment, on a bien dépassé la saturation avec le nombre de cellules vides qui augmente. Et donc aujourd'hui, on est bien vraiment dans un cas où une surface développée ex nihilo va automatiquement engendrer du vide, même en périphérie. Alors, continuons sur cette vacance commerciale. Et donc, on a ici, depuis l'Atlas 2014, réalisé une carte qui reprend les nodules les plus touchés par la vacance commerciale. Et on a en rouge les nodules qui ont entre 20 et 25% de cellules vides, et en noir, plus de 25%. Voilà la situation en 2014. Alors on voit que c'est plutôt urbain, plutôt dans le sillon Sambre-et-Meuse, pas mal du côté de Charleroi, aussi du côté de Mons. On va faire la même carte en 2017. Il y a une augmentation des points noirs, une apparition de points rouges, donc entre 20 et 25% un peu partout sur le territoire. Carte maintenant de 2019. Pas mal de points rouges sont devenus des points noirs, et donc les pourcentages de cellules vides ont continué à augmenter un peu partout. Et voici maintenant la dernière carte, ici en 2021, avec, on retrouve les chiffres de tout à l'heure que je vous rappelle. Donc 6600 points de vente vides, ce qui représente presque 800 000 mètres carrés. Et dans ces commerces, ces nodules, tout type maintenant d'espaces qui sont touchés par ces cellules vides. Alors ici, on a repris les 10 centres d'agglomération qui montrent des développements différents. Alors le champion, toute catégorie, c'est Waterloo, qui en 2012 avait 7% de cellules vides, et puis 2014 est un petit 10%, et garde ce 10%. Et donc, on peut dire que Waterloo reste vraiment en très bonne santé en matière de commerce de détail. Par contre, les autres villes ont beaucoup évolué. Si on prend Namur, qui était à 11% en 2012, se retrouve aujourd'hui à 19%, n'est pas encore dans les cartes précédentes, mais il est à 19%. Et donc, vous voyez que ça a stagné de 2019 à 2021, malgré la pandémie, mais donc une augmentation énorme. Et dans le cas de Namur, n'est pas spécialement un développement d'un grand centre commercial, mais plutôt un développement plus diffus, notamment du côté d'Erpan, de toute une série de petits commerces concurrents, et puis alors un développement de la concurrence en général, l'esplanade à Louvain-la-Neuve, le développement aussi de Marche ou encore de manière plus lointaine, Libramont, qui a mangé toute une partie du potentiel de Namur. Alors, en haut du classement, de ce classement difficile, on retrouve malheureusement Verviers, qui était à 1/3 et maintenant passe presque à 40% de ses cellules vides. Malheureusement, le centre de Verviers a aussi subi les inondations. Et donc, on est évidemment avec une situation catastrophique dans ce cas-là.
Alors, un autre élément, c'est Charleroi qui, lui, continue de progresser. Maintenant, qualitativement, son centre s'est transformé, vu qu'on a aujourd'hui un centre commercial qui a pris place en tant qu'hypercentre. Et donc, le niveau, le modernisme du commerce s'est développé à Charleroi. Il a gagné en mètres carrés, mais il n'a pas gagné en nombre de commerces et il n'a pas gagné, il a même continué à croître ses cellules vides. Alors, donc, premier petit bilan, c'est que la plupart des centres urbains sont en déclin, avec une augmentation de la vacance assez importante. Mais on a vu aussi une disparition de la fonction commerciale et donc aujourd'hui, dans les villes, on déclasse des cellules commerciales pour les rendre à d'autres fonctions, ce qui en partie enlève en quelque sorte, diminue un peu la masse de cellules vides, mais vous voyez que les taux sont encore vraiment très importants. La croissance du commerce périphérique s'est vraiment ralentie. Des vides commerciaux apparaissent donc également aussi en périphérie. Et donc, on a ce stock global qui diminue. Et les commerces actifs aussi sont en train de se réduire. Alors, on a donc les chiffres d'affaires, du coup, si on fait un bilan du rendement du chiffre d'affaires par mètre carré, obligatoirement, il diminue vu qu'on a, depuis 2 décennies, des dépenses qui n'évoluent pas spécialement, mais avec des mètres carrés qui augmentent et donc une diminution des rendements par mètre carré. Et donc, souvent aussi, dans le cas de centre-ville, une inadéquation avec les loyers. On a une inertie, souvent un rapport de 10 ans de retard, où les propriétaires continuent à vouloir avoir des loyers importants, alors que les chiffres d'affaires ont fortement diminué. Dans les montages immobiliers plus récents, on peut avoir des loyers qui sont liés au chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup moins le cas évidemment dans les centres-villes avec les plus petits propriétaires. Donc on savait que le secteur était à saturation, mais aujourd'hui on voit vraiment que les chiffres montrent les limites et donc cette tendance aussi de manière générale. Alors je parlais de la consommation. On vient d'avoir les derniers chiffres. Alors on a toujours évidemment un retard, mais les chiffres de 2020 sur la part dans la consommation selon l'enquête du budget des ménages est sorti. Et là, évidemment, on était déjà dans la première partie, on va dire, de la pandémie, mais on voit des évolutions assez fortes. Si on prend la droite du tableau, on le savait, mais voilà, on a les chiffres de 2018 en bleu à droite vers 2020. On est passé de 14% à 15,9% du budget des ménages pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées. Je ne l'ai pas mis, mais boissons alcoolisées, ça a un peu augmenté aussi. On était pour les vêtements et chaussures à 4,6%. On est descendu à 3,4% en 2020. Les meubles et tout le côté un peu intérieur a augmenté. Les gens sont restés chez eux. Ils se sont dit, oui, il faudrait peut-être qu'on réinvestisse dans la maison. Et logiquement, on a perdu également, c'est dans l'Horeca avec moins 2%. J'attire l'attention aussi sur les vêtements et chaussures, où entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, on descend même en Wallonie à 2,7% du budget des ménages. Donc en ce qui concerne les vêtements et chaussures, on est vraiment des parts très basses pour les biens de consommation. Donc augmentation plus soutenue pour les achats courants, légère augmentation pour les produits lourds et puis diminution pour les vêtements chaussures en général. Et pour l'Horeca, on voit déjà ici, on voit bien l'influence de la pandémie. Alors, on est tout doucement passé de l'offre, de cette première analyse de l'offre vers la demande. Et on a une deuxième grande base de données au CGFA
qui est une base de données qui s'appelle Move et qui, en fait, est consacrée à la demande et à la demande spatiale, et donc au comportement spatial des consommateurs. On a réalisé 3 enquêtes successives. La dernière date de 2019. Donc là, je vais vous donner des chiffres de 2019, donc situation juste avant la pandémie, mais ça va nous permettre de réfléchir et de débattre sur l'évolution du commerce en général. Alors, avant ces 3 enquêtes qui ont été réalisées en 2010, 2015 et 2019, il n'existait que 2. Une dans les années 90 et une en 1963, à l'époque réalisée par la géographie de Louvain et de Liège. Dans les années 90, donc avec Bernadette Meren et son collègue Étienne Van Eyck. Là, l'intérêt, c'est que c'était au niveau belge. Ici, on a été financé par la région wallonne, et donc c'est une enquête auprès des Wallons. Auprès des Wallons et pas auprès des non-Wallons. Ça veut dire qu'on a la fuite du pouvoir d'achat, mais on n'a pas l'apport des étrangers, des Bruxellois ou des Flamands sur la Wallonie. Alors, pour faire vite, hein, cette base de données va permettre d'avoir l'origine des clients qui vont être répartis entre tous les nodules commerciaux et même tous les commerces de Wallonie. Et donc, ça va prendre en compte leur comportement zapper et devoir arriver aussi, on va dire, des e-nodules, c'est-à-dire que l'enquête est réalisée de manière à susciter 3 lieux d'achat, et donc de manière naturelle sans être suscitée, l'e-commerce est apparu. Donc évidemment, c'est un sujet inévitable aujourd'hui quand on parle de commerce. De manière générale, l'attractivité des centres urbains est en diminution aussi, et donc c'est en concordance avec le relevé logique, et particulièrement pour les achats semi-courants légers. Certains centres qui sont en lien évidemment avec aussi logique, hein, donc comme Mons et Verviers par exemple, ont particulièrement été non cités, et parce que leur périphérie s'est fortement notamment développée. Alors cet e-commerce, bon, effectivement on a des données de 2019, on est ici avec des chiffres donc déclarés, qui sont certainement des chiffres minimums vu que ça n'a pas été suscité. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre 2015 et 2019, on a une augmentation assez forte non seulement des achats semi-courants légers, passant de 8,4 à 13,8, mais aussi du lourd, de 1,4% à 6,6% des achats, selon l'enquête bien sûr, dans les achats lourds. On va aller plus dans le détail. Alors, juste un élément sur les achats courants, hein, donc plutôt les courses alimentaires. On n'a pas considéré comme e-commerce une commande où le client se déplace quand même pour aller chercher son panier. Hein, et donc, on a certaines pratiques comme ça, mais donc, on n'a pas considéré que c'était de l'e-commerce dans le cadre ici de l'étude pour les achats courants. Alors, un élément important, et ça illustre le retard ou le temps de retard, si vous voulez, entre le commerce physique et le développement de l'e-commerce, c'est qu'entre 2015 et 2019 aussi, on a vu apparaître sur le web, sur l'e-commerce, les grandes enseignes physiques qui ont pris leur temps, mais qui ont développé leur e-boutique. Et donc là, on voit déjà qu'on a une interaction, on va dire, logique entre e-boutique et commerce physique, en tout cas pour essayer de concurrencer les géants du web. On a aussi le marché de la seconde main qui est apparu, qui a même explosé, et notamment sur l'e-commerce, avec deuxième main, Facebook Marketplace, etc. Et donc l'avènement de la seconde main qui a été fortement développé grâce au réseau. Alors, on est un petit peu plus dans le détail. Pour l'équipement de la personne, c'est même au-delà de 14%. Quels sont les leaders cités dans l'enquête? Zalando,
Amazon, et puis alors ces fameuses enquêtes, enseignes physiques, Esprit, Zara, avec des livraisons, la seconde main aussi dans le domaine de l'équipement de la personne, et puis les nouvelles plateformes qui émergent, VP, Wish, Vinted, etc. etc. Là, on voit, comme je disais, la réponse un peu tardive, notamment si on prend H&M. Ils se sont posés pas mal de questions. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, etc. Et donc, certaines enseignes prennent du retard, sont fragilisées par le fait d'être ou de ne pas être en ligne. En ce qui concerne les loisirs et le sport, on est déjà en 2019 à 12% selon l'enquête de dépenses globales. Et là, c'est Amazon qui prend presque 50% du marché. Et puis les enseignes physiques, Decathlon, alors Belgique Loisirs, mais qui est aujourd'hui assez mal, Dreamland, Fnac, etc. Et puis alors des enseignes spécialisées, Ikoi, Iron, etc. Et puis, évidemment, dans le loisir, on a toute la digitalisation en termes de musique, de films qui a joué. Alors, je vous disais que dans le lourd, l'e-commerce apparaissait aussi. Amazon, 28%. Les enseignes physiques, MediaMarkt, Vandenborg. Et puis, la seconde main, presque 20%. Unigro également. Donc, un côté presque catalogue aussi. Donc, la mise en ligne a pris le relais. Et Electro-Dépôt qui s'impose aussi comme une enseigne importante pour le commerce physique. Meubles décoration, 7%, de nouveau là, c'est la seconde main, 50%. Donc, bon, l'enquête a ses limites, évidemment, il peut y avoir une confusion possible entre plusieurs sites, mais en tout cas, la seconde main a été fortement citée, et puis Amazon, Unigro, et puis peu d'enseignes physiques dans le cadre de meubles de la décoration. Alors, autre élément, c'est le courant qui a les tendances, bon là, ça date d'il y a 2 ans, donc c'est des éléments que vous avez peut-être déjà entendus, mais en tout cas, le discount qui essaye de se banaliser, on le voit bien, Aldi, Lidl, ils montent sur le frais, donc ils essayent de se supermarchéiser en quelque sorte, si on peut dire, d'essayer de monter en gamme. Et la principale innovation qui a vraiment émergé en 2019, alors que c'était très peu le cas en 2015, ce sont ce qu'on pourrait appeler les circuits courts en général, avec vraiment des enseignes qui sont particulièrement citées, Coprosin, Bioquet, Kivrac, Biocap, Paysans Artisans, les petits producteurs, Point Ferme, des ruches qui dit oui, etc. Et donc, vraiment l'émergence d'enseignes dans des milieux plus alternatifs. Alors, je répète, on est avant 2019. Comme vous savez, mais malheureusement, on n'a pas eu d'enquête spécifique. Il faudra attendre 2023 pour avoir la suivante. Mais on sait que ces structures ont pas mal augmenté leur chiffre d'affaires, parfois x2, pour retomber par après, avec même certaines structures qui sont vraiment en difficulté dans certains centres. Un jeu justement de la demande qui n'est pas clair et qui pose question. Alors, il y a un côté pas mal de confusion, on va dire, dans le chef des consommateurs. Je pense que les consommateurs arrivent un peu, n'ont pas vraiment de possibilité d'être bien informés. Bon, ça, on va y revenir. C'est un peu le jeu aussi, évidemment, de la grande distribution, mais on est vraiment dans le monde de la confusion pour l'instant entre sain et transformé. On entend, il ne faut pas que ce soit transformé. Oui, mais si c'est transformé, ça peut quand même être sain, ça peut quand même être bon pour la santé. Le local, l'importé, il faut manger local. Oui, mais ça peut être local, fait aussi de manière industrielle avec beaucoup d'ajouts et de produits chimiques. Bio raisonné, ça peut aussi être bio, mais ça peut aussi être transformé. Ça peut être bio industriel venant de loin, donc c'est pas parce que c'est bio que c'est local. Artisanal, industriel, c'est pas parce que c'est fait aussi proche et de manière artisanale qu'on n'a pas d'ajouts qui sont
bon ou mauvais pour la santé. Donc, on est vraiment dans de la confusion. On parle de circuits courts, mais est-ce que c'est court proximité? On parle de proximité plutôt des intermédiaires, pas de proximité géographique, de proximité relationnelle, de lien en fait entre le consommateur et le producteur. Oui, c'est assez confus. Alors, c'est pas fait exprès, mais je vois que le PowerPoint il y a deux niveaux, et donc du coup, voilà, c'est peut-être pour illustrer cette confusion de manière graphique, mais c'est pas fait exprès. Et il y a les enjeux écologiques et de santé aussi, hein, de traçabilité, de qualité qui émergent et qui sont une demande de la part des consommateurs. Oui, voilà l'autre élément. Alors, cela suscite, et on est dans le cadre de la demande, de réfléchir sur le fait qu'il y a des innovations qui sont en train d'être menées, mais est-ce que sont vraiment des innovations ou des alternatives? Mais si c'est une alternative, est-ce que c'est un retour à des éléments anciens, ou est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution? On parle plutôt de transition, et je voulais vous faire un tout petit topo sur les théories des transitions. Ici, on prend un graphique de Gales qui va nous permettre après d'essayer de comprendre justement pourquoi ça bouge, mais pas tellement, et quels sont les jeux d'acteurs derrière. Alors, très rapidement, Gales propose une vue à 3 niveaux, multi-level perspective. Un niveau de base qui est le régime en place, qui en fait résume l'équilibre qui s'opère entre les technologies que nous utilisons, la manière de produire, les sciences, la manière de consommer, le marché, les politiques, les règles, tout ce qui est en place, qui forme un peu notre société, notre manière de faire aujourd'hui. Il va se passer quelque chose et on va passer d'un régime en place à un régime qui va être modifié. C'est ça, cette notion de transition. Le régime aujourd'hui, il est verrouillé par toute une série d'éléments, on va y revenir. Et ce régime va être perturbé par une série d'innovations. Et Gale, ici, imagine des niches d'innovation qui vont au départ être un peu dans toutes les directions. Hein. Si on prend l'exemple de l'alimentation, ben on a toute une série d'émergences, de GAC en France, d'AMAP, etc., de nouveaux marchés, de petits producteurs qui apparaissent. On en a vu certains qui étaient cités tout à l'heure. Et à un moment, ces niches vont se structurer et, à la faveur d'une fenêtre d'opportunité, vont prendre de plus en plus place dans le régime. Et les acteurs vont les intégrer. C'est un peu ce qui se passe avec la ceinture alimentaire aujourd'hui à Liège. On voit que la ville prend le pas, et donc on a des règles qui sont en train de changer, une évolution qui fait que le régime va être modifié. Ces théories ont été menées et pensées sur base de toute une série de transitions. Hein. Ça peut être le passage de la calèche à l'automobile, de la production artisanale aux usines tayloristes. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la littérature. Ça peut marcher pour les éoliennes, ça peut marcher pour l'énergie, ça peut marcher pour la mobilité, pour les voitures vertes, etc. Donc, ce contexte peut être différent, mais on a ce côté régime en place qui a du mal à bouger. Et puis, il y a un dernier élément, c'est le paysage, si vous voulez, dans le contexte un peu socio-technique, dans lequel on va retrouver le mode économique dans lequel on est, la mondialisation, le changement climatique, donc ces grands éléments qui vont influencer, mais qui vont perdurer, hein, qui ne changent pas aussi rapidement que le régime. Et ce paysage qui influence évidemment les niches. Hein, si on a toute une série de personnes qui se disent « moi je veux faire autrement », etc., et ils sont influencés en partie par le régime. Alors, cette notion de verrouillage, je voulais le reprendre parce que ça explique certains éléments. C'est qu'on entend parfois certains
certaines personnes qui se disent, mais oui, mais pourquoi on n'évolue pas, pourquoi on ne fait pas cette transition vers une économie décarbonée, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas changer alors qu'on a tous les éléments pour. Gales identifie 3 types de verrouillage, lock-in dans le jargon économique de l'économie évolutionniste dans la littérature. D'abord, un mécanisme de verrouillage technico-économique, c'est que évidemment, tous les investissements irrécupérables dans les compétences, les unités de production, les surfaces commerciales, tout ce monde, tout le capital qui est investi ne peut pas être désinvesti. Et en tout cas, les acteurs qui ont investi ne veulent certainement pas perdre leur capital. Il y a aussi tout ce qui est économie d'échelle. On a accumulé aussi pas mal de pratiques d'apprentissage et donc on est dans un navire. Le régime en place est un paquebot en quelque sorte qui ne peut pas virer de bord rapidement. Donc on a ce verrouillage qui trace des trajectoires avec donc ces acteurs qui ne veulent pas bouger. Deuxième élément de verrouillage social et cognitif, c'est que tout un chacun a des routines, des manières de faire, des mentalités qui sont partagées, notre éducation, et qui font que voilà, on continue à répéter ce que l'on fait. Le capital social aussi, nos valeurs sociales sont là et nous empêchent de changer radicalement. Et puis, les pratiques des utilisateurs, les styles de vie également. Pour exemple, les pratiques de mobilité, dépendant de la voiture. Voilà, on prend sa voiture, on a l'habitude de prendre sa voiture et on a du mal à changer. Ce sont évidemment ces éléments-là sur lesquels vont se baser les acteurs en place, et notamment on va parler de rassurance en matière de marketing. Les marketeurs sont très forts pour rassurer justement les clients en disant vous inquiétez pas, on va faire la transition, restez bien dans notre supermarché, on s'occupe de tout, gardez vos routines, gardez vos pratiques, nous on s'occupe de la transition. Évidemment, ces acteurs ont tout intérêt parce qu'ils sont dans les mécanismes de verrouillage technico-économique. Troisième type de verrouillage institutionnel et politique, c'est toutes les règles en place, les normes, les réseaux politiques, économiques qui font que voilà, on est dans une démocratie, heureusement pour nous, mais les pratiques de changement de règles, de décrets et puis d'arrêtés, etc., prennent énormément de temps et donc on a une inertie de nouveau assez importante. Et puis après, le côté intérêt particulier, c'est-à-dire que les personnes qui ont un avantage, qui tirent un avantage du régime en place n'ont certainement pas envie que ça change. Et donc vous voyez que ces mécanismes de verrouillage expliquent pas mal cette inertie qui fait que ça bouge, mais pas aussi vite que ce que certains voudraient, et explique aussi les stratégies des uns et des autres. Alors, on a, dans le cadre du CGFA, une étude en cours. Donc, l'université nous a financé il y a 3 ans et a reconnu, si vous voulez, comme recherche fondamentale le fait que la transition alimentaire était un élément important. Et donc, 3 thèses de doctorat se sont lancées, une en économie sociale, une en sociologie et une en géographie. Si caricature, le sociologue va travailler sur une dizaine de cas. En économie sociale, il travaille sur une 50aine de cas. Et nous, en géographie, on s'est dit, on va essayer d'être exhaustif. On va prendre une sélection particulière dans le domaine de la distribution et on va essayer de tout étudier. On a essayé de répertorier, donc avec le collègue Kim Tutz, qui avait commencé la thèse, sur les structures, donc toute initiative de commercialisation au consommateur final de produits d'alimentation de base, locaux, localisés en province de Liège, et des produits alimentaires de 2 types de production propres ou mutualisés, donc 2 producteurs qui mutualisent leur production. Donc on a éliminé, on va dire, la vente directe pure d'un seul produit. Il fallait une forme de mutualisation, donc en gros d'espace de vente mutualisé. Avec des
des piliers de l'assiette, donc tout ce qui est alcool, confiserie, etc., a été aussi éliminé du scope. On travaille sur le maraîchage, sur l'élevage, viandeux, pisciculture, laitier et les productions céréales. Alors, les sites Internet regroupaient 850 structures et puis ben, on a appliqué nos filtres, on en a gardé 400 et là, 400 ont été interrogés pour en retenir 222 vraiment spécifiques, avec un élément aussi qui a dû être intégré, c'est qu'au départ de l'initiative, l'initiative a été créée pour vraiment vendre des produits locaux. Parce que certaines structures, notamment des magasins bio, ont intégré des produits locaux, mais ce n'était pas leur souhait dès le départ, par exemple. Alors, ben voilà une carte des initiatives étudiées. Ici, simplement, trois types d'initiatives. Celles qui sont vraiment issues de producteurs, et alors elles sont en vert, elles sont évidemment plutôt périphériques, mais vous voyez que sur la province, c'est pas mal réparti. On a peu d'espaces qui ne sont pas concernés. En orange, seulement des transformateurs, donc type boucherie ou fromagerie par exemple, et en gris, des distributeurs uniquement. Donc là, on voit que c'est plutôt urbain, agglomération de Liège, petite ville, hein, type Waremme, Anu, un peu à Huy, Verviers, et puis certaines petites villes, voilà, Spa, émergent. Et donc, on voit que déjà, en fonction de ces trois éléments, on a des comportements spatiaux différents, c'est-à-dire logiquement, vu qu'on parle de producteurs. Et on est en cours de réalisation, mais il y a déjà un mémoire qui a fait passer une première analyse factorielle pour faire un premier tri et qui, sur base de 104 caractères pour ces 220 structures, ont déterminé en fait 5 classes spécifiques. Alors, quels sont les facteurs qui sont ressortis? Ben, c'est le côté producteur ou distributeur. Et les formes plutôt émergentes des initiatives ou des structures plutôt établies. Alors, dans le domaine des producteurs à gauche, on a pas mal de fermes hein, qui sont vraiment mis à faire de la vente directe. Et puis, une partie plus d'indépendants, plus de maraîchers dans la partie structure émergente. Alors, pas toujours des fermes, parfois des amiculteurs, comme on dit, des personnes qui n'avaient pas spécialement de ferme mais qui se sont mis à développer ces initiatives. Et puis, plus bas, ce qui est mis ici comme société, donc vraiment des magasins bien établis, des fromageries aussi, des boucheries qui sont là, qui travaillent vraiment avec le local, mais qui sont bien établis et souvent avec des chiffres d'affaires importants. Et puis du côté droit, du côté des distributeurs, ben, soit des vendeurs classiques, des magasins bio, les petits producteurs, etc., enfin le nom est petits producteurs, mais c'est un distributeur pur, qui sont bien établis avec des chiffres d'affaires conséquents. Et puis cette masse rose d'initiatives non conventionnelles, on va retrouver les GAC là-bas, donc les groupements d'achat collectifs, les marchés spécifiques, et donc un côté beaucoup plus volatile dans ces structures. Et donc, si on fait un peu le point sur les nouvelles tendances de la consommation, on va voir que, de manière générale, les consommateurs veulent plus s'informer, traçabilité des produits, information sur la qualité, sur la provenance. Le consommateur veut améliorer sa santé, et donc retour du coup, enfin plutôt avènement des Nutri-Score et ce genre de choses. Diminution des déchets, on avait eu pas mal de réponses de l'offre avec du vrac qui est arrivé, donc de nouveau parfois confusion, c'est pas parce que c'est vrac que c'est bio, que c'est local. Ensuite, préférence de la seconde main, et donc vraiment même au niveau de l'e-commerce, et même suscité par les sites d'e-commerce,
et d'échange, l'avènement de la seconde main. Le do it yourself, donc le faire soi-même, qui est aussi un élément important et qui ne touche pas seulement les meubles d'une certaine marque, mais aussi les savons, etc., etc. Et puis être plus sobre, minimalisme qui est aussi observé. Et puis alors, c'est encore plus le cas avec la montée des prix de l'énergie, économiser l'énergie. Et puis quand même se faire plaisir, même si les parts de marché du vêtement, des chaussures, etc. diminuent, il y a quand même ce côté plaisir qui reste, mais plus un plaisir toujours matériel, un plaisir dématérialisé, que ce soit en matière de loisirs extérieurs, mais aussi de e-loisirs, avec énormément de temps passé sur les éléments dématérialisés, donc en ligne. Voilà un premier tour et on pourrait évidemment continuer à échanger sur base des questions.